Je vous propose qu'on passe à présent à notre sujet du jour, que nous consacrons à l'aptonomie. Alors, à moins de l'avoir pratiqué, c'est pas forcément évident d'imaginer cette manière de communiquer avec son bébé pendant la grossesse. On sait notamment qu'elle implique les futurs papas qui établissent le contact avec leur enfant à travers le ventre de leur compagne. Mais comment ça marche? À quoi ça sert, Nathalie? Ça reste assez obscur tout ça. Je demandais pendant le magnéto à Pascal s'il avait pratiqué ça, puisque vous avez deux filles qui ont 15 et 14 ans. L'aptonomie, ça vous dit pas grand-chose? Non, non, en plus j'étais souvent malheureusement en voyage. Ouais. Mais on va vous expliquer ce que c'est. Vous allez comprendre ça dans quelques Là, vous allez avoir la spécialiste. En tout cas, je ne sais pas si c'est un mystère, mais en tout cas, c'est une expérience à vivre. Ça, c'est certain, et on va essayer de vous la faire palper, la faire comprendre. On a demandé à nos téléspectateurs s'ils auraient aimé faire de l'aptonomie pendant leur grossesse. La réponse a été oui à 86%. On est sur un... Oui, à 86%, c'est un beau plébiscite. Beaucoup, oui. On a eu des jolis témoignages. Olivia, par exemple, qui est passée, on l'a fait pour bébé numéro 3. Au début, papa n'était pas trop emballé, mais il a finalement pris beaucoup de plaisir à ressentir notre fils qui venait se caler au creux de ses mains. Belle expérience, en tout cas, même si les débuts sont bizarres. Et c'est vrai que ce mot bizarre revient très souvent, Catherine. Il y a Morgane qui nous dit « Moi, je connais l'apto via ma maman, qui le pratique en tant que bénévole dans un service de gériatrie à l'hôpital. Ah bon ? Donc, inimaginable de passer à côté de ça pour ma grossesse, parce que ça fait partie, effectivement, des choses qu'on ne sait pas trop. L'aptonomie, pour vous, Catherine, avec vos mots, qu'est-ce que c'est? Une approche, une pratique? C'est une approche affective. Ça s'appelle la science de l'affectivité. Voilà. C'est une approche qui permet de la conception à la mort, du soin à l'éducation, de mettre toujours la vie affective au premier plan. Qu'est-ce qui se passe entre deux humains? Et ça repose sur une bonne connaissance de ce qui se passe dans le système nerveux, dans les muscles, dans les articulations, c'est-à-dire les changements de tonus, quand quelqu'un s'approche tout raide, l'effet que ça nous fait, ou quand il s'approche autrement, l'effet que ça nous fait, comment ça passe dans la voix. Donc c'est un art de l'être ensemble, finalement, et c'est... suivant l'application, parce que par exemple avec les gens âgés, il y a des choses absolument magnifiques. On peut travailler avec les enfants handicapés, on peut travailler en psychothérapeute. Moi j'ai des patients de tous âges, adultes, enfants. Et puis il y a cette approche autour de la grossesse qui consiste dans le fond à s'approcher de l'enfant in utero avant sa naissance et de lui dire « t'es pas un spécimen de l'espèce, tu es toi ». On lui dit, tu es un sujet, tu es déjà désirant. Et si tu as envie de nous faire savoir que tu as envie de nous rencontrer, on est là. Et ça change tout, parce que ça change le tonus partout. Chez la mère, il y a une détente, il y a un sentiment d'être entière, d'être complète, de bien-être. Et l'enfant le sent. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que des enfants tout petits, 4-5 mois, déjà se manifestent et nous disent très clairement, là je suis pas prêt, là j'ai envie de jouer, je te propose de me balancer comme ci ou comme ça, etc. Est-ce que tu me suis? Chacun prend sa place, chacun la gagne tout doucement. Vous l'avez fait, vous, l'aptonomie, Nathalie? Je n'ai pas fait l'aptonomie, j'ai eu la chance de suivre ce que faisait Catherine grâce au maternel. Il y a une question quand même que j'ai envie de vous dire. Qui aujourd'hui peut pratiquer l'aptonomie? Pourquoi c'est contrôlé à ce point? Pourquoi vous y tenez tant, finalement? C'est éviter les charlatans? Moi, j'y tiens tant parce qu'en tant qu'enfant de thérapeute, j'ai trouvé là l'outil de prévention le plus magnifique que j'ai jamais croisé. Et les enfants de thérapeutes, ils sont obsédés par la prévention. Parce qu'ils ont vu leurs parents s'échiner à soigner des gens et à dire, si c'était pas passé ça, on n'en serait pas là. D'accord. Et puis c'est aussi un outil thérapeutique magnifique parce que ça travaille en amont de ce que la psychanalyse peut apporter. Donc moi, j'utilise ce que j'ai appris en travaillant avec ma mère et l'aptonomie, et c'est un outil de travail extraordinaire. Donc, quand on est soignant, on aime avoir un outil efficace. Et l'affectivité, nous sommes des mammifères qui ont besoin d'affectif et qui avons le langage. Donc, c'est l'outil le plus efficace qui soit, l'affectif. Mais il n'y a pas de risque alors? Parce que si on se dit que c'est contrôlé, c'est peut-être Alors parce oui, qu'il y a des pourquoi risques. c'est contrôlé? Parce que s'approcher de manière aussi intime d'un être humain, c'est pas rien. Et ça peut provoquer des réactions très fortes. On est très rigoureux, on forme que des gens qui ont déjà un métier, etc. Et voilà, c'est dit. Merci. J'ai peur des Catherine, charlatans. on va continuer notre discussion avec nos invités. Nous avons avec nous Karine et Jean-Philippe, ici présents. On arrive. Juste le temps de vous dire au revoir, Pascal Plisson. Merci d'être venu. On se voit en septembre pour la sortie de votre prochain film. Absolument, c'est moi qui vous remercie. Bonjour Jean-Philippe.
Jean-Philippe, bienvenue à vous sur le plateau des maternelles. Vous venez de Paris et vous êtes le père de Claire qui a 2 ans et demi et Antoine 1 mois et demi. Et vous avez fait de l'aptonomie pendant les 2 grossesses de votre femme et même après. Alors vous allez nous raconter tout ça dans quelques instants. Bonjour Karine, vous venez du Tarn et vous avez 3 enfants. Vous avez tenté l'aventure de l'aptonomie pour votre petite dernière et ça vous a permis de vivre une grossesse à 3 avec le papa, même lorsqu'une suspicion de malformation a été envisagée chez votre bébé. Mais heureusement, aujourd'hui, tout va bien. Alors, on va commencer par le début de votre histoire. Pourquoi, Karine, vous vous êtes tournée vers l'aptonomie seulement au bout de votre 3e grossesse? Je voulais partager vraiment la grossesse avec mon conjoint, vraiment vivre pas ça toute seule, parce que souvent les préparations à la naissance se font toutes seules, même si c'est en groupe, mais sans le papa. Et voilà, je voulais vraiment vivre ça avec lui. Et puis pour lui, c'était sa première grossesse, donc voilà. Ah d'accord, les 2 premiers étaient avec un autre compagnon, Voilà. donc là, ça lui tenait peut-être aussi à cœur. À moi surtout. Surtout à vous. Mais lui, il en pensait quoi? Oh, je pense qu'il a savez été ce que ravi. c'était Oui, tout à fait. Donc il a été ravi de... Il n'était pas du tout sceptique au départ? Si, il a été sceptique. Il m'a dit on fait une première séance et après on verra comment ça se passe. D'accord. Bon, il voulait tester avant Voilà, de c'est s'engager. Alors vous, Jean-Philippe, vous êtes le père de Claire, qui a 2 ans et demi, Antoine 1 mois et demi. De votre côté, qu'est-ce qui vous a amené à faire de l'aptonomie? C'est une copine de ma femme qui nous a dit va voir l'aptonomie parce que avant d'avoir Claire, la première enfant, on a eu un premier enfant qui est décédé à la naissance. Et donc on a passé donc, cette grossesse difficilement. J'imagine. Mais l'enfant avait été à terme, n'était pas à terme en fait, il avait 24 semaines. Donc voilà. Donc on a dit va voir l'autonomie, ça va peut-être vous rassurer pour vivre la grossesse différemment. Et en effet, ça nous a bien plu. Et ça vous a rassuré justement? Ça nous a rassuré, surtout ma femme, et également moi. Et après, c'est pour ça qu'on a enchaîné aussi sur un 2e enfant assez rapidement. Et avec toujours de l'aptonomie d'ailleurs? Oui, toujours. Et là, on continue aussi, parce que pour les 2. Après la naissance, vous continuez à faire de l'aptonomie après la naissance. Voilà. Donc là, vous êtes comment on dit, Catherine, un aptonomate convaincu? Un fan. J'ai pas le mot, en tout cas. Fan de l'aptonomie. Un fan voilà. de l'autonomie. Alors, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que comme votre compagnon à vous, vous aviez au départ une image un peu... je sais pas moi. Moi, je ne connaissais rien. Je ne savais pas ce que c'était. Donc pas du tout Je ne connaissais pas le mot. d'appréhension. J'ai dit OK. Parce que Vous avez fait confiance à oui, votre voilà. Et à votre copain. Vivre une expérience, voilà. D'accord. Ça ne peut pas faire de mal d'abord. Ouais. Donc pourquoi pas. Enfin, quand c'est bien pratiqué, comme vous nous l'avez expliqué, Catherine, ça peut Pourquoi faire de pas? mal. C'est une motivation Oui, de départ. Ouais. Alors, et Catherine, est-ce que l'aptonomie, ça peut correspondre à tout le monde? Parce que je pense à tous les téléspectateurs qui nous regardent, qui n'ont pas fait l'aptonomie, pour qui ça s'est bien passé d'ailleurs aussi, et qui doivent se dire mince. Alors, est-ce que ça peut correspondre à tout le monde selon vous? Mais je dirais que c'est exclusivement réservé aux gens qui en ont envie, premièrement. D'accord. Il faut avoir envie de ça. Tout le monde n'a pas envie de rencontrer un enfant avant sa naissance. Ou alors, quand il y a une difficulté, quand une grossesse arrive dans un contexte difficile, après un enfant mort, un enfant mal formé, quand il y a eu beaucoup de fausses couches, quand il y a eu un drame en début de grossesse, quand il se passe un drame pendant la grossesse, là, on voit des gens arriver, ou quand par exemple il y a des jumeaux, un jumeau qui va mourir, il faut sauver l'autre, etc. On voit arriver dans nos cabinets des gens qui n'auraient jamais fait d'aptonomie et qui viennent parce qu'un médecin ou un ami dit il faut vraiment y aller. Et ils rentrent dedans parce que à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui leur apporte l'aide dont ils avaient besoin. C'est une façon d'investir peut-être une grossesse différemment, justement, et de l'investir plutôt que de je n'y vais pas. Parce que finalement, quand les gens ont peur parce qu'ils ont perdu un enfant, ils croient que c'est une bonne chose de ne pas s'attacher à l'enfant, alors que c'est le contraire. Parce que quand on fait le deuil de quelqu'un, on fait vraiment un deuil. Quand on dit non, il ne s'est rien passé, on n'a rencontré personne, c'est beaucoup plus difficile. Et il y a aussi le cas, moi j'entends souvent des amis qui veulent faire de l'autonomie et le compagnon n'est pas forcément convaincu. Vous dites qu'il faut que tout le monde en ait envie. Alors comment? Il faut que les deux soient d'accord. Alors si la mère n'est pas d'accord, c'est simple, on ne peut rien faire. Si c'est les pères, souvent on a des pères
réticents et qui acceptent de faire une séance et en général, après, ils sont enthousiastes. Oui. Et puis, il y a aussi des gens qui viennent une fois ou deux puis qui disent non, c'est pas pour moi. sûr, Et c'est très bien, c'est très respectable. Alors, c'est difficile quand une femme a très envie et que son compagnon ne veut pas, mais il faut absolument pas le faire. Parce que ça veut dire qu'on dirait, ben, nous, on va faire quelque chose de bon pour votre enfant sans vous, monsieur, parce que vous n'êtes même pas capable de savoir ce qui est bon pour votre enfant. C'est pervers. Et à ce moment-là, si on fait ça en complicité, finalement, presque contre lui, avec la mère, qu'on noue un lien avec son enfant que lui ne noue pas, un jour ou l'autre, il y aura un problème. Ça peut être pendant la grossesse, à la naissance, à l'adolescence, n'importe quand. Il ne faut pas le faire. À ce moment-là, on soutient la femme à dire que bah, c'est pas grave, on peut vivre très bien sans autonomie. C'est pas grave. L'important, c'est le couple. Bien sûr. Voilà. Alors, il est très rare de pouvoir filmer une séance d'autonomie, mais Charles, Cyrielle et leur aptothérapeute Gaël Hubert ont accordé ce privilège à notre journaliste Magali Messa. Regardez à quoi ressemble une séance d'autonomie, ça vaut le détour. Bonjour. Cyrielle et Charles attendent leur premier enfant. L'accouchement doit avoir lieu dans moins de 2 mois, alors aujourd'hui, Gaël Hubert, leur aptothérapeute, leur propose d'y consacrer la séance. Mais avant cela, il y a un petit rituel à respecter. Alors on va vraiment très tendrement à sa rencontre. Il bouge. Sous ma main, là, il est actif. Tout de suite, il se manifeste. Ah oui, tout de suite. Ouais. C'est tout le C'est temps comme ça. incroyable. Oui. Et alors vous, ce qui est important, c'est de jamais oublier qu'il faut toujours qu'il soit au courant que vous êtes là. Donc, qu'ils sentent notre présence. Oui. Tout le temps. Et qu'il ne soit pas inquiet de, Ouais, qu'ils soient pas inquiets. Ouais. de toutes ces choses qu'il peut entendre autour. Mhm. Vous vous mettez comme moi. Le bébé est désormais prévenu. La séance peut commencer. Gaël Hubert montre à Cyrielle et Charles comment accompagner leur enfant lors des contractions. Alors on va vraiment chez lui jusqu'à ce qu'il nous fasse signe que... Ouais, il est au courant. Et il le fait là, vous sentez? Là, il vient de me pousser. Il vient de vous pousser un petit peu la main, d'accord. Bon. Alors, vous voyez, c'est quand il y a une contraction, vous avez compris, hein, ça se resserre autour de lui, donc vous allez lui montrer le chemin. Donc le chemin, c'est que à ce moment-là, vous venez ici, vous placez votre main là, et vraiment avec tout votre cœur, c'est pas du tout de la force, hein, c'est vraiment qu'avec tout votre cœur, vous lui dites viens. Et là, vous l'appelez très en profondeur, vous dites c'est par là, 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 c'est par là. Il se met de ce côté, là, comme ça, il descend. Oui. Et alors surtout, vous n'avez pas pu ignorer Non, c'est sûr que... qu'il venait par là. Oui. D'accord? Bon, alors, moi je viens de l'autre côté et je vous fais sentir, Cyrielle, où est-ce que vous allez guider l'enfant. Et on y va, il y a à nouveau une contraction et de nouveau, alors vous appelez, vous le guidez, vous le guidez. Et moi je vous fais une petite vacherie, mais j'essaye de vous faire sentir ce qui se passe quand ça fait mal ailleurs. Ouvrez en bas. Oui, c'est bien, c'est ça. Ça vous a fait mal? Bah non, en fait. Bah, au début, oui. Et en fait, après, je me suis dit, non, mais je vais rester avec lui. Et puis, je vais continuer à faire ce qu'on faisait. Et du coup, ça me fait plus du tout mal. Ah, ça c'est intéressant parce que je l'ai pincé sérieusement fort. Hein. Ouais. Alors, là, vous avez peut-être remarqué que la seule chose que je vous ai demandé à l'un et à l'autre, c'est d'être bien ensemble et bien chez votre enfant. Hein. À aucun moment, je vous ai parlé de contrôler votre respiration. Oui, c'est vrai. Ça, c'est très essentiel parce que c'est exactement ça qu'il faut faire le jour de votre accouchement. La séance est maintenant terminée. Il est temps de dire au revoir au bébé. Lui dire au revoir très en profondeur. Ouais, tout doux. Et on peut enlever nos mains. C'est hyper émouvant, c'est hyper beau ce qu'on vient de voir. Est-ce que ça vous rappelle vos séances d'autonomie, Karine? Tout à fait ça. Tout à fait ça. Oui. Vous avez commencé, vous, c'était à 4 mois de grossesse, Oui. c'est bien ça concrètement. Comment elle procédait, votre aptothérapeute? Racontez-nous comment se déroulait une séance. Elle était dans le respect quand même de notre intimité et elle demandait toujours, avant de poser ses mains, l'autorisation, etc. Et c'est vraiment tout en douceur. D'accord. C'est vraiment très C'est agréable. assez intime quand même, non, comme relation? Oui, assez intime. Il faut quand même accepter qu'il y ait une tierce personne. C'est pour ça qu'il faut que le lien se fasse vraiment avec... Avec l'aptothérapeute. Oui. Et c'est pas du tout, enfin, vous n'avez pas du tout senti ça comme quelque chose d'intrusif? Non, ça s'est fait naturellement et puis vraiment nous, on l'a pris vraiment comme un relais pour communiquer avec le bébé. D'accord. Et vous avez fait des séances, c'était quelle fréquence en fait? Je crois que c'était toutes les 3 semaines ou tous les mois.
une fois par mois à peu près. D'accord. Et à chaque fois, c'était assez émouvant? Oui, puis ça nous faisait une pause parce que comme on a 2 ados à la maison, c'était notre moment à nous. À vous. Voilà, où on pouvait se retrouver tous les 2 et à 3 après quand on était en séance. Wow. Bon, alors vous, Jean-Philippe, c'est pour votre fille aînée que vous avez commencé aux alentours de 3-4 mois, je crois aussi. Oui, pareil. De grossesse. Vous avez été conquis ou pas, vous, dès la première séance? Oui, dès la première. C'est un peu perturbant au début parce que c'est vrai qu'il y a un rapport au corps, les mains, on ne connaît pas la personne, on doit se mettre aussi des fois en caleçon, il y a un contact en fait, qu'on n'a pas, même on ne fait pas à la maison. Donc... Mais oui, après j'étais conquis et ouais. Ça vous a ému? Ça vous a... Vous avez trouvé ça intrusif ou au départ non? Intrusif, oui, au début, mais après vite rassuré en fait par la personne, par l'intention. Et aussi, on a un effet, parce que c'est vrai que là, sur le reportage, on touche le corps, donc on touche le ventre et on sent l'enfant, on sent qu'il bouge en fait. Oui, on le sent en fait. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. Vous lui parlez? Oui, c'est ça aussi un peu gênant aussi, parce que parler au début à quelqu'un qui n'existe pas, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et on ne sait pas quoi lui dire, parce que bon, voilà. Ça va? Oui, ben, c'était un peu ça. Ça va? Allez, continue à parler. Oui, je savais pas trop quoi dire. Ouais. Mais après, ça va. Pour le deuxième, c'était plus facile. D'accord, au début, ça vous a semblé un peu étrange. Oui, voilà. Voilà, quelqu'un, d'accord. Et ça vous a apporté quoi, à votre avis, en tant que père, et aussi, pourquoi pas aussi dans votre couple? Mais c'est surtout dans le couple, je dirais. Ah bon? Parce que, oui, moi, je trouve que c'est plutôt ça. C'est rassurer ma femme. Et en fait, parce que là, on voit, donc là, dans le reportage, on parlait au bébé, on va dire. Mais après, on apprend aussi une technique pour soulager la femme, donc des positions, des cambrages, même du massage, en fait. Bien sûr. Massage. Vous l'avez utilisé, vous, pour l'accouchement, justement, ça? Oui, on peut le faire pendant l'accouchement. Vous l'avez fait, vous, pendant l'accouchement? Pour le deuxième, pas pour le premier. D'accord. Pour le premier, non, j'étais pas trop à l'aise. Donc c'est vraiment un soutien pour vous à votre compagne? Ah oui. Et être un peu plus actif, en fait. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas là seulement un spectateur, on sait. C'est une préparation à l'accouchement aussi. Voilà. Donc, en fait, on sait ce qui va se passer. Voilà, on anticipe un petit peu. Mais vous auriez osé, je sais pas, moi, toucher le ventre sans les séances d'autonomie? Est-ce que vous auriez osé y aller vous-même, de vous-même, parler? Oui, je le touchais le ventre avant. Ouais. Enfin, mais là, c'était donner une intention, en fait, avec un but de rentrer en contact avec le fœtus. C'est pas la même façon de toucher le ventre. C'est pas évident, en fait, d'expliquer, parce que rentrer en contact avec quelqu'un qui est à l'intérieur du ventre... Mais vous avez essayé de reproduire tout ça à la maison, en dehors des séances? Oui, quelques fois, oui. Et ça marchait? Ben, ça marchait. Ça marchait mieux quand même avec Gaël Hubert, là, oui, parce qu'on était dirigés, on nous expliquait pourquoi, voilà. À la maison, des fois, il faut oser prendre le temps. Et aussi, c'est ça que ça nous permet, en fait, d'avoir pendant les séances, en fait, on était vraiment obligés de se laisser aller et de prendre ce moment-là pour nous trois. Pour ce qu'il était. Et Catherine, alors pour qu'on comprenne bien, quelle est la différence entre un toucher autonomique et une femme ou un père à l'extérieur, chez lui, qui va toucher le ventre, qui va jouer avec le ventre? Alors, parce que vous savez, quand on dit toucher, c'est aussi vague que dire parler. Donc il y a énormément de subtilité. Donc nous, on parle toujours de contact. On ne parle pas de toucher parce que le toucher, c'est toujours réciproque. On ne peut pas toucher quelqu'un sans qu'il vous touche. Donc on entre en contact et la légèreté de la main, c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas montrer d'image, parce qu'on croit toujours qu'il faut appuyer, mais pas du tout, sauf dans des petits moments où on appelle. Et c'est l'intention d'aller contacter l'enfant que l'enfant perçoit. Le contact autonomique, il a comme spécificité de donner tout de suite à l'autre sentiment de sécurité et sentiment de complétude. D'accord. Il peut y aller en confiance. Voilà, parce que l'autre se sent entier et intégré. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé du contact des mains, mais il y a une chose très importante à dire, c'est que la mère n'a pas besoin de ses mains. Il y a un contact interne, c'est comme si l'utérus et tout le giron, c'est-à-dire le périnée, les muscles abdominaux, tout le contenu du thorax, devenait comme une énorme main qui vient prendre l'enfant tendrement. Il suffit qu'une femme soit affectivement chez son enfant et tout ce giron se modifie. Et la femme peut de l'intérieur inviter l'enfant. Si elle a le sentiment de l'inviter vers le cœur, tout se modifie et l'enfant est comme aspiré vers le haut. Elle peut le faire descendre en bas. C'est ça qu'on a vu pour l'accouchement. Elle peut le placer vers le père, vers l'accompagnant. Si c'est des jumeaux, elle peut faire descendre un enfant, monter l'autre. Quelquefois, on travaille avec des triplés. Donc, comme ça, on peut donner un temps de jeu où la mère est intérieurement chez l'enfant, cet enfant-là, pas l'autre. Nous, avec nos mains aussi, l'autre attend son tour. Et on peut faire des choses
très précises. Alors, on parle de la mère, du père, de l'enfant, et j'allais dire vous, ou en tout cas la personne qui est aptothérapeute. Oui. Vous dites accompagnant. Oui. Quel est son rôle? Parce que le bébé, il l'aperçoit, cette personne Oui, aussi. son rôle, dans le fond, on pourrait dire, je ne sais plus comment vous avez dit, on est un peu interprète entre parents et enfants. C'est-à-dire on leur apprend comment faire, parce que ça ne va pas de soi de décoder les gens, attendre des mouvements, ce qu'on appelle sentir l'enfant bouger. Or, ce n'est pas du tout ça, parce que l'enfant se meut très doucement avec toute sa colonne. Dans les débuts, on ne le sent même pas se déplacer, on dit tiens, il n'est plus là, tiens, il est arrivé. Il l'a fait tellement doucement qu'on n'a pas senti le mouvement. D'accord. Donc déjà, il faut apprendre à décoder ça, il faut apprendre à la mère comment aller chez son enfant et l'inviter, parce que les femmes sont souvent, elles imaginent leur enfant dans leur tête, mais elles ne savent pas descendre chez l'enfant comme ça. Donc il y a ce rôle comme ça d'interprète, et puis tout au long de la grossesse, toutes les séances sont différentes, il n'y a pas de séance pareille, parce que c'est un chemin. Ouais. Donc on va apprendre au père, comme vous avez dit, certains gestes pour donner du confort à la mère, parce qu'elle grossit, alors comment la décambrer, comment bercer la mère et l'enfant, comment modeler les jambes pour donner du confort, et puis comment se sécuriser dans un espace par rapport à la salle de naissance, et puis après, comment ouvrir le chemin devant l'enfant, même dans les moments où ça fait mal, et comment le père aide la mère à rester avec l'enfant, en mobilisant le sentiment maternel, parce que en fait, il se forme un tube musculaire quand une femme accouche. Dans le fond, il faut que ce tube soit un tube qui dise oui, tu peux y aller, oui, vas-y, tout le temps. Ça s'apprend, et on apprend à la mère et au père à rester ensemble avec l'enfant, et on donne des gestes précis, des façons de s'installer, etc. Et puis à la fin, on travaille avec des poupées pour parler de l'accueil de l'enfant et du travail postnatal. D'accord, oui, ça ce sera l'autre partie. On va la voir en image. Même. Alors Karine, lors de l'échographie morphologique du deuxième trimestre à 5 mois de grossesse, l'échographe a évoqué une suspicion de malformation dans le cerveau de votre bébé, sans vous en dire vraiment plus. Alors justement, en quoi l'aptonomie vous a aidé à ce moment-là de la grossesse, un moment particulièrement difficile, j'imagine? Elle nous a permis à garder le contact en fait avec notre bébé, ne pas se perdre dans l'inconnu et dans la peur de la suite à venir. C'est-à-dire que donc on est allé voir un peu ce que c'était ce problème bien avant d'avoir le rendez-vous à Toulouse. Et voilà, moi j'ai de suite pensé à une interruption de grossesse. Si vraiment ça s'avérait, voilà, ça devenait compliqué. Alors comment continuer à investir la grossesse Voilà, c'est ça. Donc elle nous a aidés justement à garder ce contact et également de ne pas se perdre tous les deux avec mon compagnon parce que voilà, chacun réagit différemment dans cette difficulté et c'était pas évident et je crois que heureusement qu'on a eu cette pause entre guillemets qui nous permettait d'être vous rassembler voilà. et d'être encore à 2 et puis aussi à 3. À 3, voilà. Ça a été très important à ce moment-là alors. Oui. L'aptonomie. Et puis elle a été rassurante, Mme Garcia était là en nous disant que si vraiment ça s'avérait plus compliqué, elle nous accompagnerait dans la suite, dans le deuil qu'il faudra faire, etc. Heureusement, tout s'est bien passé. Oui. Oui. C'est intéressant, Catherine, cet aspect psychologique. J'ai l'impression qu'on en parle assez peu, tellement cet accompagnement-là. C'est affectif, c'est psychologique. Nous, il nous arrive d'accueillir des gens qui vont simplement avoir une interruption médicale de grossesse et qui viennent parce qu'ils veulent qu'on les aide à rencontrer l'enfant avant. Comme on tient la main d'un enfant malade jusqu'au bout. Et dans ces situations, c'est très intéressant ce témoignage parce que maintenant, avec les échographies, avec les prises de sang, souvent on a des gens qui sont face à un diagnostic suspendu pendant quelques semaines. Bon, si ça tourne mal, on les a accompagnés à accompagner l'enfant jusqu'au bout. Et donc, pour eux et pour les enfants à venir, le deuil qu'ils feront et la place de cet enfant sera beaucoup plus vivable. Et si ils se seront séparés de quelqu'un. De quelqu'un, et qu'ils auront rencontré, et qu'ils auront accompagné. Ils auront vraiment tenu la main jusqu'au bout. Ça, c'est très rassurant pour des parents. Et pour les frères et sœurs aussi. Et si ça tourne bien, dans une histoire comme ça, si dès qu'on dit il y a peut-être une maladie ou quelque chose, les parents désinvestissent l'enfant, il y a un vécu d'abandon. Ça, c'est vraiment traumatique pour l'enfant et pour les parents. Puis après, c'est très culpabilisant. Finalement, il va bien. Alors, on voit des histoires avec des femmes qui se culpabilisent beaucoup parce qu'avec l'enfant né, en disant « Oui, mais j'ai voulu le tuer ». Non, vous vouliez faire une interruption médicale s'il avait été malade. Mais c'est pas lui puisqu'il va bien. Mais c'est des histoires très complexes et qui pèsent au très long cours sur les relations parents-enfants.
l'enfant. Donc vraiment, quand il y a une annonce de suspicion de malformation, c'est là où l'aptonomie, tout d'un coup, en tant qu'outil thérapeutique, et là pas outil simplement de prévention, apporte beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut marier un accompagnement aptonomique avec une médecine très technique. Au contraire, on peut soutenir le travail des obstétriciens qui font quelque chose de très technique avec ce soutien affectif qui fait que les parents restent là et que l'enfant va mieux. C'est ça que quelquefois on nous demande des obstétriciens. Ça s'appelle, écoute, débrouille-toi pour qu'il aille mieux, ou débrouille-toi, il y a des jumeaux, il y en a un qui va mourir, débrouille-toi pour qu'il vive le plus longtemps possible. Vous avez drôlement aidé aussi, vous, Jean-Philippe, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, après un deuil aussi, c'est pour la maladie, mais pour le deuil aussi. Oui. Vous en voyez, vous aussi, beaucoup de parents, je veux dire, qui ont eu une grossesse qui s'est arrêtée et qui reviennent pour mieux investir la deuxième grossesse. Bien sûr, aussi parce qu'ils sont très anxieux pour cette grossesse-là. Et l'anxiété se met entre les parents et l'enfant. Et donc, en fait, l'enfant, il porte sa mère comme elle le porte. Si elle le laisse dans son coin, bon, il va se développer, hein, l'enfant. Mais si elle lui dit, tu sais, on peut être ensemble, alors l'enfant va donner beaucoup et va apporter beaucoup. C'est ça qui est formidable. On le ressent vivant avant de l'être finalement. Il est vivant avec nous, voilà, avant la naissance. Donc c'est ça qui est assez aussi. Et puis alors moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'on pouvait faire des séances d'autonomie après la naissance. On doit absolument faire un travail prénatal et pas de postnatal, c'est maltraitant pour l'enfant. Ah là là, carrément. Oui, enfin ça, je dis ça exprès, mais c'est vrai parce que ce sont des enfants qui depuis des mois bougent. Avec une intention, ils font pas ça. Ils disent, ah là j'ai envie, à la voix de mon père, la voix de mon frère, je m'approche. Et puis un enfant in utero, ça danse. Ça danse de droite à gauche, de haut en bas, ça roule sur son axe. Et les enfants, quand on leur a fait découvrir ça, ils le proposent. Donc ils ont mémorisé, ils ont toute une motricité, ils ont un désir de motricité différent, ils ont un autre tonus, ils se tiennent plus droit, ils ont les mains ouvertes, ils ne sont pas crispés comme ça. Donc ces enfants-là, si tout d'un coup on les prend sous les bras, on les porte comme des paquets de linge sale, ils vont en souffrir beaucoup. Ah, c'est plus cohérent. Mais vous voulez pas qu'on voit ça en image? Parce que justement, Jean-Philippe, vous y étiez, vous, dans le cabinet de l'aptothérapeute, c'était il y a 15 jours, en compagnie de Gaël Hubert, qu'on a vu tout à l'heure dans le premier reportage. On regarde, vous étiez avec votre femme et votre bébé, Antoine. Anne-Sophie et Jean-Philippe sont parents pour la deuxième fois depuis tout juste 3 semaines. Et pour l'instant, leur fils Antoine a encore un peu de mal à adopter le rythme de la vie hors du ventre de sa maman. Comment va-t-il, Antoine? Bien. 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 Il est toujours inversé, c'est-à-dire qu'il est vraiment très calme le jour. Ouais. Et le soir, il commence à avoir mal au ventre un peu. Ouais. Et puis, il se réveille plus fréquemment la nuit. Moi, je préférerais peut-être qu'on voit sur la table comment il se comporte. Hein. Pour une transition en douceur de l'utérus à la vie aérienne, Gaël Hubert montre quelques gestes tout simples aux parents d'Antoine. Ah, mais voilà. Ça y est. Ça y est. Ça y est, Antoine? C'est pour demain ou pas? Bien voilà. Oui. Et bonjour. Salut toi. Ce qui est important, c'est que vous soyez attentif à bien l'inviter dans tous les mouvements. Et là, si je soutiens depuis sa base, je soutiens tout son axe. C'est-à-dire que je fais vraiment appel à son sentiment de verticalité. Toute la colonne vertébrale jusqu'à ta tête. Oui. Ah. Et tu peux t'étirer. Oui. Dans des moments où il est éveillé, vous pouvez le soutenir autour de sa base et en même temps, il fait des expériences de se redresser. Voilà. Maintenant, pour le coucher, vous venez déjà lui faire découvrir ses appuis. Donc, vous voyez, de cette façon, en passant sur le côté, d'abord, ça lui permet, dans son champ visuel, de voir ce sur quoi vous allez l'installer. Et en même temps, il découvre déjà ses appuis dans son bassin et au niveau de son bras. Alors, si on fait un peu plus, voilà. Et hop, là, on l'invite à se poser et à descendre. Oui. Oh, regarde qui est là. Il soulève la tête. Oui, c'est très bien. Alors, tu vas le faire avec ta maman. Alors. Donc, votre main vient en avant. Sous la base. La main est déjà en avant. C'est depuis là que vous l'invitez. Voilà. En étant bien avec lui. C'est très bien. Et voyez qu'il vous suit. Oh là là. Voilà, très bien. Et hop, on descend. Et là, tu peux t'asseoir dans la main de ta maman. Voilà. Antoine. Antoine. Oui, on est là. On est par là. C'en est fini pour aujourd'hui.
Après tous ces efforts, Antoine a bien mérité un gros câlin. Oh là là, c'est génial. Félicitations, il est magnifique déjà. Merci. Mais vous osez le porter comme ça? Enfin, vous avez reproduit tout ça à la maison ensuite? Oui, Ouais. ça va. C'est vrai que oui, au début c'est un peu perturbant de ne pas prendre la tête en fait. Ouais. Enfin, on aurait pensé à ça. Parce que finalement on se dit c'est la tête qui gère tout et en fait non, c'est la base qui gère tout. Il faut lui tenir la base, c'est ça? Les fondements. Voilà. Les fondements. Le maintenir et finalement ça vient presque automatiquement. Et ça vous sert, vous, ces séances postnatales d'aptonomie? Ah oui. Ouais. Oui. Ça vous donne Plus confiance actif. dans la façon de porter votre enfant? Oui, et aussi ça nous... En fait, on apprend aussi à faire des petits jeux avec lui en fait. Oui, parce Là, que vous le avez jeu, vu un comment il jeu s'appelle, qui- Catherine, le jeu On qu'on le a met vu au bar. Au bar. Oui, c'est Il y vrai. a plein d'autres jeux, mais là, il est tout petit, puis il était un peu endormi, mais il y a des histoires de balançoire, il y a plein de choses, et c'est surtout, ça évolue. L'idée, c'est de tout le temps donner à l'enfant le sentiment que c'est lui qui se porte. Dans ce qu'elle faisait là, avec Antoine, on lui montre que c'est lui qui se tourne. Ce sont ses appuis. Il n'est pas passif, il n'est pas un paquet, il est acteur comme il peut à l'âge qu'il a. Ouais. Donc, Oui, il perçoit tout son côté, voilà, et c'est lui qui est en qui se contact. pose. Mais si on l'a pas fait, Nathalie, c'est parce que Et je on pense à voit Karine. des choses. Karine, elle l'a pas fait le postnatal. Oui, alors c'est ce que vous disiez, Catherine. Vous disiez un peu en forme de provoque. Oui. Que c'était c'est grave. important. Et pourquoi? Mon mari a une société et ça a été très compliqué Ouais, c'est pour lui. dommage. Oui. Ouais. C'est dommage. Alors, justement, ces bébés-là, ils ont des particularités. Oui. Est-ce que, justement, le fait qu'il y ait qu'on n'ait pas pu, pour des raisons qui peuvent s'expliquer, hein, bien sûr, poursuivre, c'est ce que vous avez dit. Le bébé se sent donc désarçonné parce qu'il n'est pas... Il n'y a pas de suivi entre Oui. la façon dont on l'a Alors, cela entouré. dit, s'ils ont travaillé avec les poupées avant, Oui. Ils peuvent aussi. Ils ne font pas n'importe quoi, c'est-à-dire prendre sous les bras un bébé qui est comme Non, ça on a fait avec. et qui a peur du vide. Les bébés, ils ont peur du vide. Donc un bébé qui n'aurait pas eu les séances d'accompagnement avec ses parents derrière, où les parents le prendraient de mauvaise façon, on va dire, en tout cas pas celle qui lui conviendrait, ça veut dire que ça va créer quoi chez l'enfant? Mais, Il va être frustré? oui, il va être frustré et surtout, il y a des tas de choses en lui qui vont rester en friche. Le mouvement, c'est l'intelligence est soutenue par le mouvement. Tout est mouvement chez l'humain. Le geste, le mouvement, etc. Donc, le mouvement nourrit l'intellect. Le cerveau est nourri de mouvement. Donc un enfant qui a des schémas, il découvre que c'est lui qui se tourne, etc. Ça crée des schémas des circuits neuronaux qui sont très importants pour tout. L'intelligence, c'est un tout. C'est le ressenti, c'est la pensée, mais la pensée, elle est liée au ressenti, au mouvement, etc. Et Tout se Catherine, tient chez l'humain. Est-ce qu'on peut commencer après la grossesse si on ne l'a pas fait avant? Alors, c'est pas souhaitable. Par exemple, si on travaille avec un enfant qui n'a pas été accompagné, il faut d'abord que nous, on travaille 15-20 minutes avec lui, avant que les parents, parce qu'ils ne réagissent pas de la même façon. D'accord. C'est très important. Alors, il y a le portage de 0 à 3 mois. Ouais. Entre 3 mois et demi et 4 mois, on revoit toujours les enfants. Alors d'abord, il y a une séance de suite de couches qui est très importante pour la mère. Ouais. Tout de suite après la naissance, le plus tôt, on fait une séance où on redonne à sa mère sa complétude et surtout sa base, surtout après les césariennes, après les accouchements difficiles. Et puis on repose l'enfant sur le giron pour qu'il nous raconte sa naissance. Et puis il y a ce portage qui a 3 mois et demi, 4 mois. 3 mois et demi, 4 mois, il se passe beaucoup de choses dans le cerveau de l'enfant. Si on le porte pareil à plus de 4 mois qu'avant, il s'ennuie. Donc il faut ajouter des choses parce qu'il a des désirs, il n'a pas les moyens de ses désirs. Et en fonction de qui il est, on commence déjà à s'adapter à sa personnalité et de son mode de garde. Et puis comment ça va avec les parents. Ensuite, éventuellement, on le revoit à 7 mois. Il y a une séance très importante qui est la séance que j'appelle de l'arriversaire, c'est-à-dire autant de temps dehors que dedans, c'est-à-dire 8 mois, 9 mois. Et là, on voit, il y a plein de choses importantes. Souvent, on le remet sur le giron et il nous raconte sa naissance, parce que souvent, les parents ont besoin, à ce moment-là, de parler de la naissance si elle a été difficile. Et l'enfant aussi. C'est comme si on allait exorciser les choses qui ont été difficiles pour la mère et pour l'enfant avant la naissance. Et c'est très étonnant parce que ceux qui ont une naissance difficile, ils pleurent beaucoup pendant cette séance, ils racontent à leur façon. Et puis la dernière séance, c'est celle de la révolution bipédique, quand ils se mettent debout et qu'ils marchent depuis 1 mois ou 2. Parce que ces enfants, vous me disiez qu'est-ce qu'ils ont de particulier, donc ils ont un autre tonus, mais ils sont, en tant que bébés avant la marche, des bébés très faciles à vivre parce qu'ils pleurent très peu, parce qu'ils sont en sécurité. Ils ne s'ennuient pas, ils rigolent beaucoup.
ils sont faciles à vivre. Grosso modo, les enfants. Si on les accompagne. Si on les accompagne. Dans ces Mais même, étapes. bon. Parce que s'il y a une frustration, je pense pas à vous. J'ai en tête quelqu'un à la rédaction que je ne nommerai pas et qui est très embêtée parce qu'elle n'a pas fait la suite et elle me disait mais tu sais j'ai l'impression que mon fils est exigeant. Et donc en vous écoutant, la solution j'ai l'impression qu'elle est là. Parce qu'il n'avait pas ce qu'il voulait. Donc effectivement, il n'était pas content. D'accord. Donc on peut pas rattraper le truc. Mais si, bien sûr. C'est dommage. Elle peut aller voir quelqu'un. Ouais. Mais donc ça fait des bébés qui sont bien dans leur peau et qui, alors ils peuvent être exigeants parce qu'ils sont très précis dans ce qu'ils veulent pas, parce que éduquer le discernement, nous on commence ça à 4 mois, c'est très important. Donc cette séance de la révolution bipédique, c'est pour montrer aux parents cet enfant-là, parce qu'il n'y en a pas de pareil, et il n'y a pas non plus de parents pareils, comment faire pour qu'ils se sentent contenus, rassurés parce qu'il est bien contenu, et pas partir dans tous les sens et devenir trop puissant dans sa famille. Oui, mais on peut mon mari alors. Voilà. Le message est bien clair. Il y a un créneau à prendre. Hein. Voilà. Et je vous mettrai tous les livres sur nos réseaux, sur le Facebook, sur Internet. Tout y sera. Il y a beaucoup à dire. Et j'ai même trouvé un livre pour enfants fabuleux. Ah, sur l'apto. Je vais le faire valider tout à l'heure par Catherine. Et voilà, avec plaisir. On vous retrouve ça sur les réseaux et sur les vôtres, Nathalie. Merci beaucoup, Jean-Philippe et Karine, pour vos témoignages ce matin. Merci à Magali Massa d'avoir préparé ce dossier. Merci également à vous, docteur Catherine. Merci beaucoup à vous. Bientôt sur le plateau des maternelles. C'est pour la maladie, mais pour le deuil aussi. Oui. Vous en voyez, vous aussi, beaucoup de parents, je veux dire, qui ont eu une grossesse qui s'est arrêtée et qui reviennent pour mieux investir la deuxième grossesse. Bien sûr, aussi parce qu'ils sont très anxieux pour cette grossesse-là. Et l'anxiété se met entre les parents et l'enfant. Et donc, en fait, l'enfant, il porte sa mère comme elle le porte. Si elle le laisse dans son coin, bon, il va se développer, hein, l'enfant. Mais si elle lui dit, tu sais, on peut être ensemble, alors l'enfant va donner beaucoup et va apporter beaucoup. C'est ça qui est formidable. On le ressent vivant avant de l'être finalement. Il est vivant avec nous, voilà, avant la naissance. Donc c'est ça qui est assez aussi. Et puis alors moi, ce que je savais pas, c'est qu'on pouvait faire des séances d'autonomie après la naissance. On doit absolument faire un travail prénatal et pas de postnatal, c'est maltraitant pour l'enfant. Ah là là, carrément. Oui, enfin ça, je dis ça exprès, mais c'est vrai parce que ce sont des enfants qui depuis des mois bougent. Avec une intention, ils font pas ça. Ils disent ah là j'ai envie à la voix de mon père, la voix de mon frère, je m'approche. Et puis un enfant in utero ça danse de droite à gauche, de haut en bas, ça roule sur son axe. Et les enfants quand on leur a fait découvrir ça, ils le proposent. Donc ils ont mémorisé, ils ont toute une motricité, ils ont un désir de motricité différent. Ils ont un autre tonus, ils se tiennent plus droit, ils ont les mains ouvertes, ils sont pas crispés comme ça. Donc ces enfants là, si tout d'un coup on les prend sous les bras, on les porte comme des paquets de linge sale, ils vont en souffrir beaucoup. Ah, c'est plus cohérent. Mais vous voulez pas qu'on voit ça en image? Parce que justement, Jean-Philippe, vous y étiez, vous, dans le cabinet de l'aptothérapeute, c'était il y a 15 jours, en compagnie de Gaël Hubert, qu'on a vu tout à l'heure dans le premier reportage. On regarde, vous étiez avec votre femme et votre bébé, Antoine. Anne-Sophie et Jean-Philippe sont parents pour la deuxième fois depuis tout juste 3 semaines. Et pour l'instant, leur fils Antoine a encore un peu de mal à adopter le rythme de la vie hors du ventre de sa maman. Comment va-t-il, Antoine? Bien. 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 Il est toujours inversé, c'est-à-dire qu'il est vraiment très calme le jour. Ouais. Et le soir, il commence à avoir mal au ventre un peu. Ouais. Et puis, il se réveille plus fréquemment la nuit. Moi, je préférerais peut-être qu'on voit sur la table comment il se comporte. Hein. Pour une transition en douceur de l'utérus à la vie aérienne, Gaël Hubert montre quelques gestes tout simples aux parents d'Antoine. Ah, mais voilà. Ça y est. Ça y est. Ça y est, Antoine? C'est pour demain ou pas? Bien voilà. Oui. Et bonjour. Salut toi. Ce qui est important, c'est que vous soyez attentif à bien l'inviter dans tous les mouvements. Et là, si je soutiens depuis sa base, je soutiens tout son axe. C'est-à-dire que je fais vraiment appel à son sentiment de verticalité. Toute la colonne vertébrale jusqu'à ta tête. Oui. Ah. Et tu peux t'étirer. Oui. Dans des moments où il est éveillé, vous pouvez le soutenir autour de sa base et en même temps, il fait des expériences de se redresser. Voilà. Maintenant, pour le coucher, vous venez déjà lui faire découvrir ses appuis. Donc, vous voyez, de cette façon, en passant sur le côté, d'abord, ça lui permet, dans son champ visuel, de voir ce sur quoi vous allez l'installer. Et en même temps, il découvre déjà ses appuis dans son bassin et au niveau de son bras.
Alors, si on fait un peu plus, Voilà. et hop, là, on invite à se poser et à descendre. Oui. Oh, regarde qui est là. Il se lève la tête. Oui, c'est très bien. Alors, tu vas le faire avec ta maman. Alors, Donc, votre main vient en avant. sous la barre. La main est déjà en avant. C'est depuis là que vous l'invitez. Voilà. En étant bien avec lui. C'est très bien. Et voyez qu'il vous suit. Oh là là. Voilà, très bien. Et hop, on descend. Et là, tu peux t'asseoir dans la main de ta maman. Voilà. Antoine. Antoine. Oui, on est là. On est par là. C'en est fini pour aujourd'hui. Après tous ces efforts, Antoine a bien mérité un gros câlin. Oh là là, c'est génial. Félicitations, il est magnifique hein, déjà. Merci. Mais vous osez le porter comme ça? Enfin, vous avez reproduit tout ça à la maison ensuite? Oui, Ouais. ça va. C'est vrai que oui, au début, c'est un peu perturbant de ne pas prendre la tête, en fait. Ouais. Parfois, on aurait pensé à ça. Parce que finalement, on se dit, c'est la tête qui gère tout. Et en fait, non, c'est la base qui gère tout. Il faut lui tenir la base, c'est Les ça? fondements. Voilà. Les fondements. Maintenir. Et finalement, ça vient presque automatiquement. Et ça vous sert, vous, ces séances postnatales d'aptonomie? Ah oui. Ouais. Oui, oui. Ça vous donne Plus confiance actif. dans la façon de porter votre enfant? Oui, et aussi, ça nous. En fait, on apprend aussi à faire des petits jeux avec lui, en fait. Oui, parce Là, que vous le avez jeu, vu un comment il jeu s'appelle, qui- Catherine, là, le jeu On qu'on le a met vu? au bar. Au bar. Oui, c'est Il y a vrai. plein d'autres jeux, mais là, il est tout petit, puis il était un peu endormi, mais il y a des histoires de balançoires, il y a plein de choses, et c'est surtout, ça évolue. L'idée, c'est de tout le temps donner à l'enfant le sentiment que c'est lui qui se porte. Dans ce qu'elle faisait là, avec Antoine, on lui montre que c'est lui qui se tourne. Ce sont ses appuis. Il n'est pas passif, il n'est pas un paquet, il est acteur comme il peut à l'âge qu'il a. Ouais. Donc, Oui, il perçoit tout son côté. Voilà, et c'est c'est lui qui est en lui qui se contact. pose. Mais si on l'a pas fait, Nathalie, c'est parce que Et je on pense à voit Karine. des choses. Karine, elle l'a pas fait le post. Oui, alors, c'est ce que vous disiez, Catherine. Vous disiez un peu en forme de provoque. Oui. Que c'était c'est grave. important. Et pourquoi? Mon mari a une société et ça a été très compliqué C'est pour lui. dommage. Oui. Ouais. C'est dommage. Alors, justement, ces bébés-là, ils ont des particularités. Oui. Est-ce que, justement, le fait qu'il y ait qu'on n'ait pas pu, pour des raisons qui peuvent s'expliquer, hein, bien sûr, poursuivre, c'est ce que vous avez dit. Le bébé se sent donc désarçonné parce qu'il n'est pas... Il n'y a pas de suivi entre Oui. la façon dont on l'a Alors, cela entouré. dit, s'ils ont travaillé avec les poupées avant, Oui. Ils peuvent. Ils peuvent aussi. C'est pas, ils ne font D'accord. pas n'importe quoi, c'est-à-dire prendre sous les bras un bébé qui est comme Non, ça on a fait avec. et qui a peur du vide. Oui, c'est bien. C'est ça. Ça vous a fait mal? Bah non, en fait. Bah, au début, oui. Et en fait, après, je me suis dit, non, mais je vais rester avec lui. Et puis, je vais continuer à faire ce qu'on faisait. Et du coup, ça me fait plus du tout mal. Ah, ça c'est intéressant parce que je l'ai pincé sérieusement fort. Hein. Ouais. Alors là, vous avez peut-être remarqué que la seule chose que je vous ai demandé à l'un et à l'autre, c'est d'être bien ensemble et bien chez votre enfant. Hein. À aucun moment, je vous ai parlé de contrôler votre respiration. Oui, c'est vrai. Ça, c'est très essentiel parce que c'est exactement ça qu'il faut faire le jour de votre accouchement. La séance est maintenant terminée. Il est temps de dire au revoir au bébé. Lui dire au revoir très en profondeur. Ouais, tout doux. Et on peut enlever nos mains. C'est hyper émouvant, c'est hyper beau hein, ce qu'on vient de voir. Est-ce que ça vous rappelle vos séances d'aptonomie, Karine? Tout à fait ça. Tout à fait ça. Oui. Vous avez commencé, vous, c'était à 4 mois de grossesse, Oui. c'est bien ça concrètement. Comment elle procédait, votre aptothérapeute? Racontez-nous comment se déroulait une séance. Elle était dans le respect quand même de notre intimité et elle demandait toujours, avant de poser ses mains, l'autorisation, etc. Et c'est vraiment tout en douceur. D'accord. C'est vraiment très C'est agréable. assez intime quand même, non, comme relation? Oui. Oui, assez intime. Il faut quand même accepter qu'il y ait une tierce personne. C'est pour ça qu'il faut que le lien se fasse vraiment avec... Avec l'aptothérapeute. Oui. Et c'est pas du tout, enfin vous n'avez pas du tout senti ça comme quelque chose d'intrusif? Non, nous non. Ça s'est fait naturellement. Et puis vraiment, nous, on l'a pris vraiment comme un relais pour communiquer avec le bébé. D'accord. Et vous avez fait des séances, c'était quelle fréquence en fait? Je crois que c'était toutes les 3 semaines ou tous les mois. Une fois par D'accord. mois à peu près. D'accord. Et à chaque fois, c'était assez émouvant? Oui, puis ça nous faisait une pause parce que comme on a 2 ados à la maison, c'était notre moment à nous. À vous. Ouais. Voilà, où on pouvait se retrouver tous les 3? 2 et à 3 après quand on était en séance. Wow. Bon, alors vous, Jean-Philippe, c'est pour votre fille aînée hein, que vous avez commencé aux alentours de 3-4 mois, hein, je crois aussi, Oui, pareil. de grossesse. Vous avez été conquis ou pas, vous, dès la première séance? Oui,
dès la première. C'est un peu perturbant au début parce que c'est vrai qu'il y a un rapport au corps, les mains, on ne connaît pas la personne, on doit se mettre aussi des fois en caleçon, il y a un contact en fait, qu'on n'a pas, même on ne fait pas à la maison. Donc, mais oui, après j'étais conquis et ouais. Ça vous a ému? Ça vous a... Vous avez trouvé ça intrusif ou au départ non? Intrusif, oui, au début, mais après vite rassuré en fait par la personne, par l'intention. Et aussi, on a un effet, parce que c'est vrai que là, sur le reportage, on touche le corps, donc on touche le ventre et on sent l'enfant, on sent qu'il bouge en fait. Oui, on le sent en fait. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. Vous lui parlez? Oui, c'est ça aussi un peu gênant aussi, parce que parler au début à quelqu'un qui n'existe pas, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et on ne sait pas quoi lui dire, parce que bon, voilà. Ça va? Oui, ben, c'était un peu ça. Ça va? Allez, continue à parler. Oui, je savais pas trop quoi dire. Ouais. Mais après, ça va. Pour le deuxième, c'était plus facile. D'accord, au début, ça vous a semblé un peu étrange. Oui, voilà. Voilà, quelqu'un, d'accord. Et ça vous a apporté quoi, à votre avis, en tant que père, et aussi, pourquoi pas aussi dans votre couple? Mais c'est surtout dans le couple, je dirais. Ah bon? Parce que, oui, moi, je trouve que c'est plutôt ça. C'est rassurer ma femme. Et en fait, parce que là, on voit, donc là, dans le reportage, on parlait au bébé, on va dire. Mais après, on apprend aussi une technique pour soulager la femme, donc des positions, des cambrages, même du massage, en fait. Bien sûr. Massage. Vous l'avez utilisé, vous, pour l'accouchement, justement, ça? Oui, on peut le faire pendant l'accouchement. Vous l'avez fait, vous, pendant l'accouchement? Pour le deuxième, pas pour le premier. D'accord. Pour le premier, non, j'étais pas trop à l'aise. Donc c'est vraiment un soutien pour vous à votre compagne? Oui. Et être un peu plus actif, en fait. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas là seulement un spectateur, on sait. C'est une préparation à l'accouchement aussi. Voilà. Donc, en fait, on sait ce qui va se passer. Voilà, on anticipe un petit peu. Mais vous auriez osé, je sais pas, moi, toucher le ventre sans les séances d'autonomie? Est-ce que vous auriez osé y aller vous-même, de vous-même, parler? Oui, je le touchais le ventre avant. Ouais. Enfin, mais là, c'était donner une intention, en fait, avec un but de rentrer en contact avec le fœtus. C'est pas la même façon de toucher le ventre. C'est pas évident, en fait, d'expliquer, parce que rentrer en contact avec quelqu'un qui est à l'intérieur du ventre... Mais vous avez essayé de reproduire tout ça à la maison, en dehors des séances? Oui, quelquefois, oui. Et ça marchait? Ben, ça marchait. Ça marchait mieux quand même avec Gaël Hubert, là, oui, parce qu'on était dirigés, on nous expliquait pourquoi. Voilà. À la maison, des fois, il faut oser prendre le temps. Et aussi, c'est ça que ça nous permet, en fait, d'avoir pendant les séances, en fait, on était vraiment obligés de se laisser aller et de prendre ce moment-là pour nous trois. Pour ce qu'il était. Et Catherine, alors pour qu'on comprenne bien, quelle est la différence entre un toucher autonomique et une femme ou un père à l'extérieur, chez lui, qui va toucher le ventre, qui va jouer avec le ventre? Alors, parce que vous savez, quand on dit toucher, c'est aussi vague que dire parler. Donc il y a énormément de subtilité. Donc nous, on parle toujours de contact. On ne parle pas de toucher parce que le toucher, c'est toujours réciproque. On ne peut pas toucher quelqu'un sans qu'il vous touche. Donc on entre en contact et la légèreté de la main, c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas montrer d'image, parce qu'on croit toujours qu'il faut appuyer, mais pas du tout, sauf dans les petits moments où on appelle. Et c'est l'intention d'aller contacter l'enfant que l'enfant perçoit. Le contact autonomique, il a comme spécificité de donner tout de suite à l'autre sentiment de sécurité et sentiment de complétude. D'accord. Il peut y aller en confiance. Voilà, parce que l'autre se sent entier et intégré. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé du contact des mains, mais il y a une chose très importante à dire, c'est que la mère n'a pas besoin de ses mains. Il y a un contact interne, c'est comme si l'utérus et tout le giron, c'est-à-dire le périnée, les muscles abdominaux, tout le contenu du thorax, devenait comme une énorme main qui vient prendre l'enfant tendrement. Je vous propose qu'on passe à présent à notre sujet du jour, que nous consacrons à l'aptonomie. Alors, à moins de l'avoir pratiqué, c'est pas forcément évident d'imaginer cette manière de communiquer avec son bébé pendant la grossesse. On sait notamment qu'elle implique les futurs papas qui établissent le contact avec leur enfant à travers le ventre de leur compagne. Mais comment ça marche? À quoi ça sert, Nathalie? Ça reste assez obscur tout ça. Je demandais pendant le magnéto à Pascal s'il avait pratiqué ça, puisque vous avez deux filles qui ont 15 et 14 ans. L'autonomie, ça vous dit pas grand-chose? Non, en plus j'étais souvent malheureusement en voyage. Mais on va vous expliquer ce que c'est. Vous allez comprendre ça dans quelques Là, vous allez avoir la spécialiste. En tout cas, je ne sais pas si c'est un mystère, mais en tout cas, c'est une expérience à vivre. Ça, c'est certain, et on va essayer de vous la faire
palper, la faire comprendre. On a demandé à nos téléspectateurs s'ils auraient aimé faire de l'autonomie pendant leur grossesse. La réponse a été oui à 86%. On est sur un... Oui, à 86%, c'est un beau plébiscite. Beaucoup, oui. On a eu des jolis témoignages. Olivia, par exemple, qui est passée, on l'a fait pour bébé numéro 3. Au début, papa n'était pas trop emballé, mais il a finalement pris beaucoup de plaisir à ressentir notre fils qui venait se caler au creux de ses mains. Belle expérience, en tout cas, même si les débuts sont bizarres. Et c'est vrai que ce mot bizarre, il revient très souvent, Catherine. Il y a Morgane qui nous dit, moi je connais l'apto via ma maman, qui le pratique en tant que bénévole dans un service de gériatrie à l'hôpital. Ah bon ? Donc inimaginable de passer à côté de ça pour ma grossesse, parce que ça fait partie effectivement des choses qu'on ne sait pas trop. L'autonomie, pour vous Catherine, avec vos mots, qu'est-ce que c'est, une approche, une pratique? C'est une approche affective, ça s'appelle la science de l'affectivité. Voilà. C'est une approche qui permet de la conception à la mort, du soin à l'éducation, de mettre toujours la vie affective au premier plan. Qu'est-ce qui se passe entre deux humains? Et ça repose sur une bonne connaissance de ce qui se passe dans le système nerveux, dans les muscles, dans les articulations, c'est-à-dire les changements de tonus quand quelqu'un s'approche tout raide, l'effet que ça nous fait, ou quand il s'approche autrement, l'effet que ça nous fait, comment ça passe dans la voix. Donc c'est un art de l'être ensemble finalement, et c'est... suivant l'application, parce que par exemple avec les gens âgés, il y a des choses absolument magnifiques. On peut travailler avec les enfants handicapés, on peut travailler en psychothérapeute. Moi j'ai des patients de tous âges, adultes, enfants. Et puis il y a cette approche autour de la grossesse qui consiste dans le fond à s'approcher de l'enfant in utero avant sa naissance et de lui dire, t'es pas un spécimen de l'espèce, tu es toi. On lui dit, tu es un sujet, tu es déjà désirant, et si tu as envie de nous faire savoir que tu as envie de nous rencontrer, on est là. Et ça change tout, parce que ça change le tonus partout. Chez la mère, il y a une détente, il y a un sentiment d'être entière, d'être complète, de bien-être, et l'enfant le sent. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que des enfants tout petits, 4-5 mois, déjà se manifestent et nous disent très clairement, là je suis pas prêt, là j'ai envie de jouer, je te propose de me balancer comme ci ou comme ça, etc. Est-ce que tu me suis ? Chacun prend sa place, chacun la gagne tout doucement. Vous l'avez fait, vous, l'autonomie? Je n'ai pas fait l'autonomie, j'ai eu la chance de suivre ce que faisait Catherine grâce au maternel. Il y a une question quand même que j'ai envie de vous dire. Qui aujourd'hui peut pratiquer l'autonomie? Pourquoi c'est contrôlé à ce point? Pourquoi vous y tenez à tant, finalement? C'est éviter les charlatans? Moi, j'y tiens tant parce qu'en tant qu'enfant de thérapeute, j'ai trouvé là l'outil de prévention le plus magnifique que j'ai jamais croisé. Et les enfants de thérapeutes, ils sont obsédés par la prévention. Parce qu'ils ont vu leurs parents s'échiner à soigner des gens et à dire, si c'était pas passé ça, on n'en serait pas là. D'accord. Et puis, c'est aussi un outil thérapeutique magnifique parce que ça travaille en amont de ce que la psychanalyse peut apporter. Donc moi, j'utilise ce que j'ai appris en travaillant avec ma mère et l'autonomie, et c'est un outil de travail extraordinaire. Donc, quand on est soignant, on aime avoir un outil efficace. Et l'affectivité, nous sommes des mammifères qui ont besoin d'affectif et qui avons le langage. Donc, c'est l'outil le plus efficace qui soit, l'affectif. Mais il n'y a pas de risque alors? Parce que si on se dit que c'est contrôlé, c'est peut-être alors parce oui, qu'il y a des pourquoi risques. c'est contrôlé? Parce que s'approcher de manière aussi intime d'un être humain, c'est pas rien. Et ça peut provoquer des réactions très fortes. On est très rigoureux, on forme que des gens qui ont déjà un métier, etc. Et voilà, c'est dit. Merci. J'ai peur des Catherine. charlatans. On va continuer notre discussion avec nos invités. Nous avons avec nous Karine et Jean-Philippe ici présents. On arrive. Juste le temps de vous dire au revoir, Pascal Plisson. Merci d'être venu. On se voit en septembre pour la sortie de votre prochain Absolument, c'est moi qui film. vous remercie. Bonjour Jean-Philippe, bienvenue à vous sur le plateau des maternelles. Vous venez de Paris et vous êtes le père de Claire qui a 2 ans et demi et Antoine 1 mois et demi. Et vous avez fait de l'autonomie pendant les 2 grossesses de votre femme et même après. Alors vous allez nous raconter tout ça dans quelques instants. Bonjour Karine, vous venez du Tarn et vous avez 3 enfants. Vous avez tenté l'aventure de l'autonomie pour votre petite dernière et ça vous a permis de vivre une grossesse à 3 avec le papa, même lorsqu'une suspicion de malformation a été envisagée chez votre bébé. Mais heureusement, aujourd'hui, tout va bien. Alors, on va commencer par le début de votre histoire. Pourquoi, Karine, vous vous êtes tournée vers l'autonomie seulement au bout de votre 3e grossesse?
Je voulais partager vraiment la grossesse avec mon conjoint, vraiment vivre pas ça toute seule, parce que souvent les préparations à la naissance se font toutes seules, même si c'est en groupe, mais sans le papa. Et voilà, je voulais vraiment vivre ça avec lui. Et puis pour lui, c'était sa première grossesse, donc voilà. Ah d'accord, les 2 premiers étaient avec un autre compagnon, Voilà. donc là, ça lui tenait peut-être aussi à cœur. À moi surtout. Surtout à vous. Mais lui, il en pensait quoi? Oh, je pense qu'il a été ravi. Oui, tout à fait. Donc, il a été ravi de. Il n'était pas du tout sceptique au départ? Si, il a été sceptique. Il m'a dit on fait une première séance et après on verra comment ça se passe. D'accord. Bon, il voulait. Il suffit qu'une femme soit affectivement chez son enfant et tout ce giron se modifie. Et la femme peut de l'intérieur inviter l'enfant. Si elle a le sentiment de l'inviter vers le cœur, tout se modifie et l'enfant est comme aspiré vers le haut. Elle peut le faire descendre en bas. C'est ça qu'on a vu pour l'accouchement. Elle peut le placer vers le père, vers l'accompagnant. Si c'est des jumeaux, elle peut faire descendre un enfant, monter l'autre. Quelquefois, on travaille avec des triplés. Donc, comme ça, on peut donner un temps de jeu où la mère est intérieurement chez l'enfant, cet enfant-là, pas l'autre. Nous, avec nos mains aussi, l'autre attend son tour. Et on peut faire des choses très précises. Alors, on parle de la mère, du père, de l'enfant, et j'allais dire vous, ou en tout cas la personne qui est aptothérapeute. Vous dites accompagnant. Oui. Quel est son rôle? Parce que le bébé, il l'aperçoit, cette personne. Oui. Aussi. Son rôle, dans le fond, on pourrait dire, je ne sais plus comment vous avez dit, on est un peu interprète entre parents et enfants. C'est-à-dire on leur apprend comment faire, parce que ça ne va pas de soi de décoder les gens, attendre des mouvements, ce qu'on appelle sentir l'enfant bouger. Or, ce n'est pas du tout ça, parce que l'enfant se meut très doucement avec toute sa colonne. Dans les débuts, on ne le sent même pas se déplacer, on dit tiens, il n'est plus là, tiens, il est arrivé. Il l'a fait tellement doucement qu'on n'a pas senti le mouvement. Donc déjà, il faut apprendre à décoder ça, il faut apprendre à la mère comment aller chez son enfant et l'inviter, parce que les femmes sont souvent, elles imaginent leur enfant dans leur tête, mais elles ne savent pas descendre chez l'enfant comme ça. Donc il y a ce rôle comme ça d'interprète, et puis tout au long de la grossesse, toutes les séances sont différentes, il n'y a pas de séance pareille, parce que c'est un chemin. Donc on va apprendre au père, comme vous avez dit, certains gestes pour donner du confort à la mère, parce qu'elle grossit, alors comment la décambrer, comment bercer la mère et l'enfant, comment modeler les jambes pour donner du confort, et puis comment se sécuriser dans un espace par rapport à la salle de naissance, et puis après, comment ouvrir le chemin devant l'enfant, même dans les moments où ça fait mal, et comment le père aide la mère à rester avec l'enfant, en mobilisant le sentiment maternel, parce que en fait, il se forme un tube musculaire quand une femme accouche. Dans le fond, il faut que ce tube soit un tube qui dise oui, tu peux y aller, oui, vas-y, tout le temps. Ça s'apprend, et on apprend à la mère et au père à rester ensemble avec l'enfant, et on donne des gestes précis, des façons de s'installer, etc. Et puis à la fin, on travaille avec des poupées pour parler de l'accueil de l'enfant et du travail postnatal. D'accord, oui, ça ce sera l'autre partie. On va la voir en image. Même. Alors Karine, lors de l'échographie morphologique du 2e trimestre à 5 mois de grossesse, l'échographe a évoqué une suspicion de malformation dans le cerveau de votre bébé, sans vous en dire vraiment plus. Alors justement, en quoi l'aptonomie vous a aidé à ce moment-là de la grossesse, un moment particulièrement difficile, j'imagine? Elle nous a permis à garder le contact en fait avec notre bébé, ne pas se perdre dans l'inconnu et dans la peur de la suite à venir. C'est-à-dire que donc on est allé voir un peu ce que c'était ce problème bien avant d'avoir le rendez-vous à Toulouse. Et voilà, moi j'ai de suite pensé à une interruption de grossesse. Si vraiment ça s'avérait, voilà, ça devenait compliqué. Alors comment continuer à investir la grossesse Voilà, c'est ça. Donc elle nous a aidés justement à garder ce contact et également de ne pas se perdre tous les deux avec mon compagnon parce que voilà, chacun réagit différemment dans cette difficulté et c'était pas évident et je crois que heureusement qu'on a eu cette pause entre guillemets qui nous permettait d'être vous rassembler et d'être encore à 2 et puis aussi à 3. À 3, voilà. Ça a été très important à ce moment-là alors. Oui. L'aptonomie. Et puis elle a été rassurante, Mme Garcia était là en nous disant que si vraiment ça s'avérait plus compliqué, elle nous accompagnerait dans la suite, dans le deuil qu'il faudra faire, etc. Heureusement, tout s'est bien passé. Oui. C'est intéressant, Catherine, cet aspect psychologique. J'ai l'impression qu'on en parle assez peu, tellement cet accompagnement-là. C'est affectif, c'est psychologique. Nous, il nous arrive d'accueillir des gens qui vont simplement
gens avoir une interruption médicale de grossesse, c'est qu'ils viennent parce qu'ils veulent qu'on les aide à rencontrer l'enfant avant. Comme on tient la main d'un enfant malade jusqu'au bout. Et dans ces situations, c'est très intéressant ce témoignage, parce que maintenant, avec les échographies, avec les prises de sang, souvent, on a des gens qui sont face à un diagnostic suspendu pendant quelques semaines. Bon, si ça tourne mal, on les a accompagnés, à accompagner l'enfant jusqu'au bout. Et donc, pour eux et pour les enfants à venir, le deuil qu'ils feront et la place de cet enfant sera beaucoup plus vivable. Et si ils se seront séparés de quelqu'un. De quelqu'un, et qu'ils auront rencontré, et qu'ils auront accompagné. Ils auront vraiment tenu la main jusqu'au bout. Ça, c'est très rassurant pour des parents. Et pour les frères et sœurs aussi. Et si ça tourne bien, ben dans une histoire comme ça, si dès qu'on dit il y a peut-être une maladie ou quelque chose, les parents désinvestissent l'enfant, il y a un vécu d'abandon. Ça, c'est vraiment traumatique pour l'enfant et pour les parents. Puis après, c'est très culpabilisant. Finalement, il va bien. Alors, on voit des histoires avec des femmes qui se culpabilisent beaucoup parce que, avec l'enfant né, en disant oui, mais j'ai voulu le tuer. Non, vous vouliez faire une interruption médicale s'il avait été malade, mais c'est pas lui puisqu'il va bien. Mais c'est des histoires très complexes et qui pèsent au très long cours sur les relations parents-enfants. Donc vraiment, quand il y a une annonce de suspicion de malformation, c'est là où l'aptonomie, tout d'un coup, en tant qu'outil thérapeutique, et là pas outil simplement de prévention, apporte beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut marier un accompagnement aptonomique avec une médecine très technique. Au contraire, on peut soutenir le travail des obstétriciens qui font quelque chose de très technique avec ce soutien affectif qui fait que les parents restent là et que l'enfant va mieux. C'est ça que quelquefois on nous demande des obstétriciens. Ça s'appelle écoute, débrouille-toi pour qu'il aille mieux, ou débrouille-toi, il y a des jumeaux, il y en a un qui va mourir, débrouille-toi pour qu'ils vivent le plus longtemps possible. Vous avez drôlement aidé aussi, vous, Jean-Philippe, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, après un deuil aussi, c'était avant de s'engager. Alors vous, Jean-Philippe, vous êtes le père de Claire, qui a 2 ans et demi, Antoine 1 mois et demi. De votre côté, qu'est-ce qui vous a amené à faire de l'aptonomie? C'est une copine de ma femme qui nous a dit va voir l'aptonomie parce que avant d'avoir Claire, la première enfant, on a eu un premier enfant qui est décédé à la naissance. Et donc on a passé cette grossesse difficilement. J'imagine. Mais l'enfant avait été à terme, n'était pas à terme en fait, il avait 24 semaines. Donc voilà. Donc on a dit, va voir l'autonomie, ça va peut-être vous rassurer pour vivre la grossesse différemment. Et en effet, ça nous a bien plu. Et ça vous a rassuré justement? Ça nous a rassuré, surtout ma femme, et également moi. Et après, c'est pour ça qu'on a enchaîné aussi sur un deuxième enfant assez rapidement. Et avec toujours de l'autonomie d'ailleurs. Oui, toujours. Et là, on continue aussi, parce que pour les deux. Après la naissance, vous continuez à faire de l'autonomie après la naissance. Voilà. Donc là, vous êtes comment on dit, Catherine, un autonomate convaincu? J'ai pas le mot, en tout cas. Un fan de l'autonomie. Un fan de l'autonomie. Alors, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que comme votre compagnon à vous, vous aviez au départ une image un peu... je sais pas moi. Moi, je ne connaissais rien. Je ne savais pas ce que c'était. Donc pas du tout. Je ne connaissais pas le mot. D'appréhension. J'ai dit OK. Parce que vous avez fait confiance. Oui, voilà. Vivre une expérience, voilà. D'accord. Ça ne peut pas faire de mal d'abord. Donc pourquoi pas. Quand c'est bien pratiqué, comme vous nous l'avez expliqué, Catherine. Pourquoi pas. C'est une motivation de départ. Alors, et Catherine, est-ce que l'autonomie, ça peut correspondre à tout le monde? Parce que je pense à tous les téléspectateurs qui nous regardent, qui n'ont pas fait l'autonomie, pour qui ça s'est bien passé d'ailleurs aussi, et qui doivent se dire mince. Alors, est-ce que ça peut correspondre à tout le monde, selon vous? Mais je dirais que c'est exclusivement réservé aux gens qui en ont envie, premièrement. Il faut avoir envie de ça. Tout le monde n'a pas envie de rencontrer un enfant avant sa naissance, ou alors quand il y a une difficulté, quand une grossesse arrive dans un contexte difficile, après un enfant mort, un enfant mal formé, quand il y a eu beaucoup de fausses couches, quand il y a eu un drame en début de grossesse, quand il se passe un drame pendant la grossesse, là on voit des gens arriver, ou quand par exemple il y a des jumeaux, un jumeau qui va mourir, il faut sauver l'autre, etc. On voit arriver dans nos cabinets des gens qui n'auraient jamais fait d'aptonomie et qui viennent parce qu'un médecin ou un ami dit il faut vraiment y aller, et ils rentrent dedans parce que à ce moment-là c'est vraiment quelque chose qui leur apporte l'aide dont ils avaient besoin. C'est une façon d'investir peut-être une grossesse différemment, justement, et de l'investir plutôt que de je n'y vais pas. Parce que finalement, quand les gens ont peur parce qu'ils ont perdu un enfant, ils croient que c'est une bonne chose de ne pas s'attacher à l'enfant, alors que c'est le contraire. Parce que quand on fait le deuil de quelqu'un,
on fait vraiment un deuil. Quand on dit non, il ne s'est rien passé, on n'a rencontré personne, c'est beaucoup plus difficile. Et il y a aussi le cas, moi j'entends souvent des amis qui veulent faire de l'autonomie et le compagnon n'est pas forcément convaincu. Vous dites qu'il faut que tout le monde en ait envie. Alors, comment... Il faut que les deux soient d'accord. Alors si la mère n'est pas d'accord, c'est simple, on ne peut rien faire. Si c'est les pères, souvent on a des pères réticents et qui acceptent de faire une séance et en général, après, ils sont enthousiastes. Et puis il y a aussi des gens qui viennent une fois ou deux puis qui disent non, c'est pas pour moi. Et c'est très bien, c'est très respectable. Alors c'est difficile quand une femme a très envie et que son compagnon ne veut pas, mais il faut absolument pas le faire. Parce que ça veut dire qu'on dirait, nous on va faire quelque chose de bon pour votre enfant sans vous, monsieur, parce que vous n'êtes même pas capable de savoir ce qui est bon pour votre enfant. C'est pervers. Et à ce moment-là, si on fait ça en complicité finalement, presque contre lui, avec la mère, qu'on noue un lien avec son enfant que lui ne noue pas, un jour ou l'autre, il y aura un problème. Ça peut être pendant la grossesse, à la naissance, à l'adolescence, n'importe quand. Il ne faut pas le faire. À ce moment-là, on soutient la femme à dire que c'est pas grave, on peut vivre très bien sans autonomie. C'est pas grave. L'important, c'est le couple. Bien sûr. Voilà. Alors, il est très rare de pouvoir filmer une séance d'autonomie, mais Charles, Cyrielle et leur aptothérapeute Gaël Hubert ont accordé ce privilège à notre journaliste Magali Massa. Regardez à quoi ressemble une séance d'autonomie, ça vaut le détour. Bonjour. Cyrielle et Charles attendent leur premier enfant. L'accouchement doit avoir lieu dans moins de 2 mois, alors aujourd'hui, Gaël Hubert, leur aptothérapeute, leur propose d'y consacrer la séance. Mais avant cela, il y a un petit rituel à respecter. Alors on va vraiment très tendrement à sa rencontre. Il bouge. Sous ma main, là, il est actif. Tout de suite, il se manifeste. Ah oui, tout de suite. C'est incroyable. Oui. Et alors vous, ce qui est important, c'est de jamais oublier qu'il faut toujours qu'il soit au courant que vous êtes là. Donc qu'il sente notre présence. Oui. Et qu'il ne soit pas inquiet de, de toutes ces choses qu'il peut entendre autour. Vous vous mettez comme moi. Le bébé est désormais prévenu. La séance peut commencer. Gaël Hubert montre à Cyrielle et Charles comment accompagner leur enfant lors des contractions. Alors, on va vraiment chez lui jusqu'à ce qu'il nous fasse signe que... Ouais, il est au courant. Et il le fait, là. Vous sentez? Il vient de me pousser. Il vient de vous pousser un petit peu la main, d'accord. Bon. Alors, vous voyez, c'est... Quand il y a une contraction, vous avez compris, ça se resserre autour de lui, donc vous allez lui montrer le chemin. Donc le chemin, c'est que à ce moment-là, vous venez ici, vous placez votre main là, et vraiment avec tout votre cœur, c'est pas du tout de la force, c'est vraiment qu'avec tout votre cœur, vous lui dites viens. Et là, vous l'appelez très en profondeur, vous dites c'est par là, 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 c'est par là. Il se met de ce côté, là, comme ça, il descend. Oui. Et alors surtout, vous n'avez pas pu ignorer c'est sûr que... qu'il venait par là. Oui. D'accord? Bon, alors, moi je viens de l'autre côté et je vous fais sentir, Cyrielle, où est-ce que vous allez guider l'enfant. Et on y va, il y a à nouveau une contraction et de nouveau, alors vous appelez, vous le guidez. Et moi je vous fais une petite vacherie, mais j'essaye de vous faire sentir ce qui se passe quand ça fait mal ailleurs. Ouvrez en bas.